Je vais passer en français. Donc, bienvenue à cette présentation de Classique Garnier numérique. Je suis Cécile Varocco. Je m'occupe donc des ressources numériques au sein de Classique Garnier. Et vous pouvez donc me contacter pour toute question sur ce type de ressources. Alors, notre programme aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter brièvement Classique Garnier, nos spécificités, notamment nos programmes de publication, les ressources numériques que nous proposons, nos dernières nouveautés, un rappel également sur la licence nationale qui existe pour les clients tchèques, une démonstration en ligne et une petite partie questions-réponses si vous avez certains points que vous voulez revoir plus en détail. Et j'enverrai également une copie de cette présentation à mes confrères de l'AIP qui pourront vous la faire parvenir en plus de l'enregistrement vidéo. Alors, Classique Garnier, nous sommes un éditeur indépendant français et parmi les grands principes qui guident notre maison d'édition, le tout premier, c'est l'épistémologie des sciences. Nous cherchons à donner une place à tout type de travaux, y compris, et c'est l'une de nos particularités, des travaux dont l'audience ne sera jamais très grande. Nous n'hésitons pas à publier dans des contenus de niche, parce que ce qui compte avant tout, ce n'est pas l'audience de ces travaux, mais leur qualité, leur spécificité et l'intérêt scientifique qu'ils ont. Donc c'est en ce sens que nous sommes vraiment une maison tournée avant tout vers les chercheurs. Donc si vous avez des travaux que vous souhaitez publier, même si vous n'êtes pas très sûr dans quelle collection ça peut être accueilli, dans quelle revue, n'hésitez pas à nous contacter et nous étudierons avec vous quelle est la meilleure place pour soit votre livre, soit votre article. Et donc, je vous le dis, aussi bien dans des grandes thématiques que des choses plus précises. Sachez également qu'on peut même créer des collections pour recevoir un ouvrage qui ne rentrerait pas dans les collections qui existent déjà. Nous avons également une mission patrimoniale. Euh, Nous avons tout un service en interne qui se concentre sur la numérisation de fonds patrimoniaux. C'est vraiment une mission inscrite dans notre ADN, redonner vie à des publications qui ne sont plus disponibles, soit parce que l'éditeur a disparu, soit parce que s'il s'agit d'une production de société savante, la société en question a pu éventuellement perdre son éditeur et cherche une nouvelle maison. Nous accueillons volontiers ces contenus et nous donc numérisons régulièrement, tous les ans, un certain nombre de fonds d'archives. Cette mission donc, qui existe depuis la création de Classique Garnier numérique. Et il est toujours bon de le rappeler, nous sommes un éditeur de langue française et à ce titre, nous sommes heureux de défendre l'école française, sa conception de la recherche, de la pensée. Ce qui ne veut pas dire que nous refusons de publier en langue étrangère, bien au contraire, nous accueillons également tout à fait volontiers des ouvrages, des articles en langue étrangère. Ça peut être en anglais, en allemand, en espagnol, du moment que ces contributions entrent dans la ligne éditoriale de la publication. Et nous sommes également un héritier de cette grande tradition du 19e siècle d'éditeurs libraires. Les racines de notre maison remontent au début du 19e, les années 1830, avec la création par les frères Garnier de la librairie et de la maison d'édition qui portait leur nom et qui porte toujours le nom de Garnier aujourd'hui. Ce qu'on appelle carte classique Garnier numérique existe depuis 2009. Et si vous venez à Paris, n'hésitez pas à passer nous voir. Nous avons nos locaux juste en face de l'Université de la Sorbonne, où vous trouvez donc aussi notre librairie. N'hésitez pas, si vous passez, à me faire signe, je vous rencontrerai avec plaisir. Alors, en ce qui concerne les thématiques sur lesquelles nous publions des travaux, nous sommes généralement très connus pour nos fonds en littérature, que ce soit de littérature française
ou francophones ou étrangères. Également nos contenus en langue et linguistique française. Ce sont deux thématiques très importantes pour la maison, mais nous publions aussi, et c'est peut-être un peu moins connu, dans d'autres spécialités en sciences humaines et en sciences sociales. Je vous ai indiqué quelques-unes de ces thématiques sur cette diapositive. Notamment, nous publions en économie et gestion et management. Ce sont des thématiques en développement chez Classique Garnier. Nous avons d'ailleurs sorti hier une nouvelle collection d'e-books dans ce domaine. Nous publions également en sciences politiques, en droit, en philosophie, religion, dans ce qu'on appelle médias. Alors un chapeau un petit peu large. Ça va couvrir aussi bien les études sur le cinéma, les humanités numériques, etc. Donc c'est une ombrelle un petit peu large, mais c'est tout, voilà, toute cette zone de recherche. Nous avons également des fonds en études classiques et notamment un projet qui va arriver cette année sur des fonds latins et grecs, également théâtre. Donc le fonds vraiment couvre l'ensemble des sciences humaines et sociales, en plus de la littérature et de la linguistique. Et au point de vue temporel, nous sommes très associés au Moyen Âge et à la Renaissance, ce qui est vrai, mais là encore, nous couvrons aussi bien en partant de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. Et c'est ce que l'on verra très rapidement en fait dans la démo en ligne, que tous les siècles qui sont embrassés par la maison. Alors, au niveau des types de publications, trois types de ressources. Des collections d'e-books qui sont de deux types. Une va couvrir les textes, donc édition de références d'œuvres originales. Ça peut être des œuvres complètes aussi, des traductions, donc qui à chaque fois sont accompagnées d'un appareil critique, d'une introduction, de notes, de bibliographie. Donc une première catégorie de textes et une deuxième d'études. Vous allez retrouver dans cette partie-là les essais, les comptes rendus de conférences, les thèses, etc. Et cette dichotomie, vous la voyez très souvent pour les corpus de littérature, où vous avez une collection de textes, une collection d'études, parfois même plusieurs. Euh, c'est le principe généralement de nos collections. En ce qui concerne les revues, elles vont être soit spécialisées sur un auteur. Nous avons par exemple une revue Balzac, une revue, même deux revues Montaigne, une revue sur Paul Claudel, etc. Ou bien sur une thématique spécifique. Nous avons des revues en économie et gestion, d'autres qui vont concerner en littérature la poésie, la littérature comparée, le théâtre. Principalement, elles sont quand même souvent plus consacrées à un auteur. Et en ce qui concerne les bases de données, en texte intégral pour la plupart, nous avons une base bibliographique. Le reste des corpus concerne la littérature française et francophone, toute une série de dictionnaires de langue française qui couvrent le Moyen Âge jusqu'au XXe. Également, très important, des grammaires françaises, donc grammaire historique, puisqu'elle part de la Renaissance jusqu'au XVIIIe. J'ai fait une petite erreur dans ma diapositive, il faut que je corrige. C'est jusqu'au XVIIIe siècle et les encyclopédies au XIXe, XVIIIe, XIXe siècle. Pour vous donner une idée du nombre de publications disponibles, nous proposons 104 collections d'e-books et on est maintenant à plus de 5000 titres individuels, 74 revues qui représentent un peu plus de 1600 numéros. Sachez que le mercredi est le jour où nous mettons en vente simultanément les nouveautés au format papier et numérique, tous les mercredis, toute l'année. Donc si vous voulez voir les nouveautés, c'est mercredi en fin de matinée, début d'après-midi. Et en 2024, nous avons publié 289 ouvrages et 201 numéros de revue, sachant que la moitié faisait partie donc de fonds d'archives que nous avons remis à disponibilité.
à disposition. Et nous avons 31 bases de données. En ce qui concerne les contenus en langue étrangère, et je vous ai dit en commençant que nous n'hésitons pas à publier en langue étrangère, donc c'est le cas ici avec quelques exemples, aussi bien d'ouvrages en anglais, en italien, sur cette page-ci. Certaines revues sont également officiellement bilingues, français-anglais. D'autres peuvent aussi accueillir des textes en anglais. Ça dépend des directeurs de la revue. Mais sachez que certaines sont vraiment officiellement bilingues français-anglais, notamment celles qui sont présentes donc sur cette diapositive. On a une en économie, par exemple. Les autres concernent la littérature, le théâtre, les études médiévales et une revue sur Balzac. Mais il y en a beaucoup plus que les 5 que je vous indique ici. Pour les nouveautés actuellement connues pour 2025, nous allons accueillir 3 nouvelles revues. Analecta Bruxellensia vient de la faculté de Bruxelles, la faculté de théologie, et elle concerne donc la religion, philosophie principalement. Couturière va concerner l'esthétique et la littérature, et les nouveaux cahiers Castoriadis sont consacrés aux philosophes du même nom. Donc 3 revues, il y en a la première et la dernière vont arriver au premier trimestre a priori, et Couturière un petit peu après. Au point de vue des fonds d'archives, deux fonds sont attendus cette année. Celui des cahiers de l'Association des études françaises, dont nous avons repris la publication l'année dernière. Donc les archives vont arriver à la mi-février. Et pour la revue des lettres modernes, nous numérisons cette année 6 fonds issus des séries, donc Céline, Claudel, Duras, Giono, Hugo et Écriture jeunesse. Nous avons commencé à travailler par série l'année dernière. Nous continuons cette année et les années suivantes, puisqu'il y a beaucoup de séries dans cette revue. Donc les fonds seront donc complets depuis le tout premier numéro jusqu'à la production courante. En ce qui concerne les bases de données, nous avons sorti en toute fin décembre l'encyclopédie méthodique Pankouk, qui compte 208 volumes et qui vient compléter notre portfolio d'encyclopédies, puisque nous proposons déjà l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, l'encyclopédie d'Yverdon, et donc Pankouk était le complément logique aux 2 autres, et elle est donc maintenant disponible depuis un mois. Pour les collections d'e-books, à ce jour sont annoncées 3 collections figurales qui concernent la littérature et l'iconographie, et 2 collections en économie et gestion. La première, la Bibliothèque des sciences de gestion, est sortie hier avec un premier volume. La deuxième, Histoire des sciences de gestion, est attendue un petit peu plus tard dans l'année, mais il y a déjà un volume en production. Et au point de vue des fonds d'archives, 2 fonds sont attendus cette année. Alors le nom de la collection n'est pas encore définitif. Ce sont des fonds de littérature grecque et latine qui viennent des archives de la Maison Garnier, donc, que nous allons numériser et donc remettre à disposition cette année. A priori, au plus tôt à l'été, sinon à l'automne euh, de cette année. Un rappel sur la licence tchèque eLib. Sachez que vos établissements et donc vos bibliothèques universitaires peuvent bénéficier de cette offre et qu'elles sont libres de choisir les ressources qui les intéressent. C'est une offre ouverte, donc vous n'êtes pas obligé de tous prendre les mêmes ressources. Et vous avez actuellement 3 établissements qui sont clients. L'université de Masaryk, vous avez accès à toutes les revues et toutes les collections d'e-books de Classique Garnier, y compris les fonds d'archives. Sont exclus les nouveautés et les nouveaux fonds que nous numérisons actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas connus au moment de la négociation et de la signature du contrat.
C'est pour ça qu'ils sont exclus, mais sinon, vous avez accès à peu près 99% du contenu en revue et collection d'e-books. Et actuellement, vous avez également un test qui est en cours jusque fin février, qui va couvrir l'ensemble de la production Classique Garnier. Donc, ce qui vous manque actuellement, ces fameuses nouveautés et les bases de données également. Pour ce qui est de Palatsky, une collection d'e-books, les classiques jaunes, sont souscrites et un accès également à une base de données, donc le grand corpus des littératures. Pour l'université de la Bohème, plusieurs collections d'e-books qui partent du Moyen Âge et qui vont jusqu'au XXe, collections de textes et également une collection sur les bibliothèques francophones. Et j'ai mis l'université Charles entre parenthèses. Ils ne font pas partie du consortium, mais néanmoins, il y a quelques années, ils ont acquis plusieurs collections d'e-books et quelques revues qui s'arrêtent en 2022. Mais sachez que si vous visitez l'université ou si vous avez des collègues avec lesquels vous êtes en contact, ils ont également accès à certaines ressources Classique Garnier. Si vous souhaitez un test pour d'autres ressources que vous ne connaissez pas ou auxquelles vous n'avez pas accès, n'hésitez pas à revenir vers mes collègues de l'AIP et moi-même, nous serons heureux d'étudier avec vous les ressources qui peuvent être intéressantes pour un test. Alors, nos ressources ont la particularité d'être réparties sur 3 plateformes. La première que vous voyez toujours, que vous ayez ou non un accès institutionnel à Classique Garnier, c'est la plateforme de nos revues et de nos collections d'e-books, donc qui est disponible sur classique-garnier.com. Vous pouvez travailler sur cette plateforme, donc même si vous n'êtes pas client, vous serez bloqué uniquement quand vous essaierez de consulter le texte intégral. Mais sinon, vous pouvez faire des recherches, parcourir les sommaires. Euh, pour ça, il n'y a pas besoin d'être client. Par contre, les 2 plateformes que vous ne verrez pas, ce sont celle qui est consacrée à la bibliographie de la littérature française, qui est une base qui a sa propre interface, et le reste de nos bases de données, qui est sur donc cette troisième interface. Là, il faut un test ou être client pour les voir. Alors, aujourd'hui, je vais tâcher de vous donner un aperçu de ces différentes plateformes et vous montrer comment un petit peu trouver l'information euh, au moins sur la partie livre et revue. Alors, je vais me connecter sur le site qui va bien et je vais aller. Alors, je suis juste en train de chercher ma plateforme. Alors, voilà, je retrouve. Je vais mettre juste ma barre d'outils un peu ailleurs. Hop là. Alors, quand vous êtes sur notre site donc, qui accueille nos revues et nos collections d'e-books, vous pouvez travailler avec l'interface donc française. Si besoin, sachez que la plateforme est également disponible en anglais, le cas échéant. Donc, si je reviens, voilà, si je reviens en français, si vous avez un abonnement, vous verrez le nom de votre établissement tout en haut. Là, vous voyez Classique Garnier numérique. Vous verrez le nom de votre établissement à cet endroit-là. Et vous aurez également le lien, votre abonnement qui va vous indiquer les ressources disponibles. Si jamais vous n'êtes pas sur un accès institutionnel, vous ne verrez pas ces deux informations. Sinon, quand vous êtes sur cette page d'accueil, vous pouvez aller voir nos collections d'e-books. Donc, vous cliquez sur collection et vous accédez à ce menu thématique dans lequel vous pouvez commencer votre navigation. Alors, je voudrais juste vous préciser
les classiques jaunes et les dictionnaires, qui sont un petit peu différents du reste. Le classique jaune, les classiques jaunes, donc ce ne sont pas une thématique, c'est cette fois-ci le nom de la collection elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle est mise en avant? Parce que c'est déjà la plus connue, tout simplement. Et puis aussi, son contenu est un peu différent du reste. C'est une collection de littérature et de sciences humaines, mais en 2014, nous avons numérisé le fond historique de cette collection, qui représentait un petit peu plus de 600 titres que nous avons mis en ligne. Et depuis 2015, nous alimentons cette collection avec des nouveautés qui sont en fait tirées de nos collections existantes. En fait, au format papier, c'est un passage en poche, au format poche de grand format. Donc au numérique, ça ne se voit pas réellement. Mais sachez que c'est le seul moment où vous verrez cohabiter des potentiels doublons, comme sur l'exemple que j'ai ici. Ce titre, Pierre Bourdieu et l'art de l'invention scientifique, est paru d'abord en 2022 dans notre collection en sciences sociales. Il a été réédité en classique jaune en 2023 avec une couverture différente, mais le texte est exactement le même entre les deux éditions. Donc voilà ce qu'est la collection des classiques jaunes. Un fonds historique et un fonds de nouveautés puisés dans nos autres collections que vous verrez dans les autres domaines. En ce qui concerne les dictionnaires, alors il ne s'agit pas de dictionnaires de langue, ce sont des dictionnaires littéraires, euh, généralement consacrés à un auteur, mais qui peuvent aussi porter sur une thématique. Donc vous voyez ici le dictionnaire Gide, dictionnaire Victor Hugo, dictionnaire Balzac, et il s'appelle dictionnaire parce qu'en fait la présentation est celle en fait d'un dictionnaire. Vous naviguez à travers différentes entrées organisées alphabétiquement pour tout savoir de la vie, de l'œuvre de l'écrivain en question. Donc voilà juste la spécificité de ces deux sections. Pour le reste, on navigue vraiment de façon thématique. Si vous voulez voir les collections que nous avons en langue et linguistique, vous pouvez cliquer sur le menu, vous accédez à la liste des collections, vous voyez le nombre de volumes disponibles entre parenthèses. Certaines collections ont plus ou moins de volumes. Ça dépend si elles sont nouvelles, comme celle-ci. Sémiotique est arrivée l'année dernière, donc c'est normal qu'il n'y ait qu'un seul ouvrage. D'autres sont plus spécifiques. Donc c'est pour ça, je vous ai dit en commençant qu'on nous étions heureux de publier aussi dans des thématiques de niche. Ça va être le cas, par exemple, en linguistique variationnelle, par exemple, ou classique de l'argot et du jargon. Donc voilà ce type de collection qui cohabite avec des choses un petit peu plus larges sur domaine linguistique, qui est un spectre un peu plus large. C'est vraiment l'ambition de Classique Garnier, voilà, de publier dans des domaines très vastes ou plus spécifiques. Et si vous voulez regarder ce qu'on a en littérature, l'arborescence, il y a un petit peu différente. La Société des textes français modernes est une société savante avec laquelle nous sommes associés. Donc nous publions leurs productions de littérature française, donc du 16e à nos jours. Les lettres modernes Minard appartiennent maintenant à Classique Garnier, mais à l'origine c'était un éditeur indépendant. Maintenant donc publié par Classique Garnier, vous retrouvez leurs trois collections ici. Et ensuite, vous naviguez de façon thématique et par siècle les contenus en littérature du Moyen Âge, de la Renaissance, les différentes collections, 17, 18, 19, 20. Jusque-là, tout va bien. Et à chaque fois, vous allez retrouver cette dichotomie bibliothèque de textes et études, et éventuellement d'autres collections d'études sur ici deux auteurs.
Mais typiquement, voilà, la bibliothèque, ce sera les œuvres originales et la partie études qui vous donne déjà un indice, tout ce qui est recherche, essai sur différents auteurs ou thématiques. La dernière partie transversale, c'est une section qui a un petit côté pêle-mêle, mais en fait c'est normal, ce sont des collections et des textes qui couvrent plusieurs siècles ou dont les thématiques ne rentreraient pas dans ce que vous voyez en fait juste au-dessus. Et c'est pour cette raison que les classes sont transversales. C'est d'où cet aspect un petit peu plus curieux, mais c'est dans cette partie que vous allez retrouver les biographies, tout ce qui est correspondance, mémoire, littérature de voyage aussi avec géographie du monde. Donc des thèmes qui ne rentreraient pas dans nos autres collections, qui sont organisés en fait par siècle. Donc c'est pour ça que vous avez cette partie transversale sur des contenus peuvent être, qui peuvent couvrir donc soit plusieurs siècles, soit être à la croisée de plusieurs thématiques, comme Confluence par exemple, qui ressemble à de la littérature comparée, mais qui est plus large, qui embrasse aussi de la culture, de la philosophie. Et lorsque vous êtes, on va regarder quoi? On va regarder sur le 20e par exemple. C'est c'est valable pour l'ensemble de la plateforme. Vous pouvez accéder, y compris sans abonnement institutionnel, donc à la table des matières et toujours afficher la première page de chaque chapitre. Lorsque vous avez un accès, vous retrouvez le bouton pour consulter le texte intégral, soit au format HTML, soit au format PDF. Vous retrouvez également le résumé de l'ouvrage ici et davantage d'informations bibliographiques dans cette partie-ci, notamment les mots-clés donnés par les auteurs. Ça peut être intéressant lorsque vous faites une recherche, si vous avez besoin de synonymes ou d'idées supplémentaires. N'hésitez pas à aller voir les mots-clés qui sont indiqués dans cette partie information. Vous avez également ce qui peut être intéressant, alors que vous ayez accès institutionnel ou pas, dans dans cette partie table des matières. Elle est accessible donc à titre gracieux également, mais l'intérêt, c'est qu'elle vous présente les sous-sections de la table des matières que vous ne voyez pas à l'écran précédent. Donc vous avez l'accès vraiment à toutes les sous-sections et ça peut vous donner une idée encore plus précise de l'ouvrage avant même de vous lancer dans sa lecture. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir cette partie-là. Euh, Vous allez donc vraiment sur toutes les sections qui ne sont pas forcément à ce niveau-là, puisqu'on reste au niveau du grand chapitre lui-même, mais pas des sous-chapitres. Donc cette partie-là, table des matières, c'est accessible à tous les utilisateurs. Donc les collections d'e-books ici, navigables par thématique à volonté. Et c'est la même chose pour les revues, même présentation. Vous pouvez naviguer par les thématiques qu'on vous propose, voir la liste des titres, voir le nombre de numéros disponibles. Et sachez que certaines revues ont une barrière mobile après laquelle le fonds d'archives passe en accès libre. C'est le cas pour les revues en économie. 5 des 6 revues passent en accès libre au bout de 2 ans. C'est également le cas pour quelques titres en littérature. Donc, ne vous étonnez pas dans certains cas de voir tout à coup apparaître un bouton PDF en texte intégral. C'est lié à ces barrières mobiles. C'est le cas également de cette revue-ci pour les médiévistes et les études sur la Renaissance. Ça n'est pas forcément indiqué sur le site, en fait. C'est pour ça que je vous le signale. Nous avons également une revue totalement en accès libre
qui s'appelle Encomia et qui est consacré à la littérature courtoise. Ce titre-ci est en accès libre complet, année courante et archives. Mais sinon, donc, elle se présente exactement pareil que les ouvrages. Vous retrouvez le sommaire, le résumé de la revue et les informations bibliographiques, et également les mots-clés. Si vous voulez voir l'ensemble des titres en accès libre, vous pouvez le faire à partir de la recherche avancée. Euh, vous ne sélectionnez rien. Là, j'ai retiré ce que j'avais dans une ancienne recherche, mais ne sélectionnez rien. Mettez juste ouvrage, revue, chapitre, libre, tout le catalogue, et vous ferez remonter tous les contenus en accès libre. Alors, si je veux faire une recherche, maintenant, on a vu qu'on pouvait naviguer par thématique, etc. Si vous voulez faire une recherche, vous pouvez utiliser soit la recherche simple que vous avez ici. Donc, j'ai déjà préparé ma petite recherche. Si vous cherchez une expression exacte, utilisez les guillemets. C'est valable pour toutes les bases, chez tous les éditeurs, normalement. Les guillemets pour une expression exacte. Là, je ne spécifie pas dans quel champ je vais chercher. Donc, je cherche dans le titre de ma revue, dans le titre du chapitre ou de l'article. Et vos résultats se présentent de cette façon-ci. Vous pouvez filtrer si vous ne voulez voir que des revues ou que des articles. Vous pouvez filtrer dans le menu des déroulant qui est présent ici également. Alors attention pour filtrer par date, c'est date de mise en ligne, pas la date d'édition, date de mise en ligne, et également trier de A à Z. Ou bien vous pouvez donc aussi faire une recherche avancée, notamment pour tout ce qui est recherche dans le texte intégral des ouvrages et des revues. C'est le seul endroit où vous pouvez le faire. Ça se fait en recherche avancée. Vous pouvez également sélectionner l'auteur, faire des recherches dans certains numéros spécifiques de revues. Mais quand vous cherchez quelque chose de très précis, le texte intégral est ici. Vous pouvez faire les sélections qui vous intéressent, soit dans votre abonnement, soit dans tout le catalogue. Et normalement, j'avais déjà lancé ma recherche. Hop, je permets ici. Voilà. Une fois qu'elle est lancée, vous retrouvez votre recherche et on vous indique combien de résultats se trouvent sur quelle page. Ici, ma poétique de l'identité. J'ai 4 résultats, page 42. J'ai 8 résultats sur mes pages 56-60. Lorsque je vais consulter mon chapitre, le terme que j'ai utilisé, alors, normalement, il est en rouge. Et alors, il me semblait que j'avais mis mon exemple pour le retrouver un petit peu plus vite. Ah, c'est parce que je l'ai perdu tout à l'heure. Euh, Normalement, c'est surligné. Bon, attendez, je voulais pas refaire la recherche pour gagner du temps, mais en fait, je vais la relancer quand même. Hop, pour vous montrer comment ça apparaît. Hop là, normalement, c'est en rouge. Voilà, ici. Donc, vos mots-clés en rouge pour les retrouver. Donc, recherche simple, recherche avancée. Pour les bases de données, vous avez une présentation sur ce site, mais vous ne pouvez pas les voir. Cependant, vous avez une présentation assez détaillée des contenus des différentes bases. Si je prends comme exemple les grammaires de la Renaissance, une petite introduction pour vous expliquer ce qu'est ce corpus, la liste des textes qui sont présents dans la base, les différents domaines
dans lesquels cette base peut être utilisée et une information sur l'équipe éditoriale qui a présidé à la création de cette base. Donc c'est valable pour l'ensemble de nos corpus, aussi bien donc base bibliographique, dictionnaire de langue française, encyclopédie, grammaire française, corpus de littérature et patrologie grecque. N'hésitez pas à explorer cette partie-ci. Si jamais, là encore, vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous les poser. Donc, dans cette partie, voilà, base de données. Si, si je vais voir notre autre plateforme, la BLF, un univers un petit peu différent. La bibliographie de la littérature française, c'est une ressource de base qu'il est intéressant de connaître si vous vous intéressez à la littérature française et francophone. Donc, c'est une base bibliographique qui est un peu comme MLA. Si vous travaillez en littérature et sciences humaines, vous connaissez très probablement MLA. Eh bien, c'est l'équivalent pour la littérature française. Et l'interface est disponible en plusieurs langues. Euh, Là, je vais rester sur l'interface en français. Mais cette base vous propose donc des notices d'ouvrages, de revues et également des comptes rendus du XVIe siècle à nos jours. Et vous pouvez, là encore, faire des recherches simples dans cette fenêtre d'accueil ou bien des recherches avancées. Et c'est intéressant, notamment quand vous travaillez sur un écrivain ou un sujet spécifique. Je vous encourage à aller explorer les index. Je ne sais pas si vous le voyez en fait sur ma... J'ai une fenêtre pop-up qui s'ouvre, mais à partir des index, vous pouvez faire des choses plus précises et être certain en fait de rapatrier l'ensemble des résultats de recherche. Là, je suis allée voir Jean Echenot directement dans mon index. Je peux combiner plusieurs critères si je veux voilà, chercher un petit peu partout. Et vos résultats vont se présenter sous cette forme-ci. On va vous indiquer s'il s'agit d'un article de revue, d'un livre ou d'une contribution tirée d'un livre collectif. Également des dossiers de périodiques. Donc vous avez cette petite indication visuelle à chaque fois qui va apparaître. Le nom de l'auteur, le titre soit de l'article, soit du chapitre d'ouvrage. Et lorsque vous ouvrez la notice, vous avez le lien pour aller sur le site de l'éditeur. Ça ne vous garantit pas derrière que votre bibliothèque a un accès, mais en tout cas, vous arrivez directement sur la page en question. Donc ici, a priori, on doit être chez Classique Garnier. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez consulter, si vous êtes abonné, le texte de la revue. Ou bien vous allez chez un autre éditeur. Donc vous retrouvez dans cette page la possibilité de relancer une recherche sur votre nom d'auteur ou vos différentes thématiques qui sont liées en fait aux index que vous avez dans la recherche avancée. Vous avez également des liens vers la Bibliothèque nationale française, puisque la BLF est développée en partenariat avec notre Bibliothèque nationale. Donc quand vous cliquez, vous allez arriver sur les données de la BNF. Et vous avez un certain nombre donc, de liens qui sont disponibles, ce qui vous permet de relancer une recherche, par exemple, sur Gallica ou dans les différents catalogues de la BNF. C'est le cas, vous voyez, au niveau des auteurs liés. Je peux refaire la même chose ou sur d'autres. Je crois que j'avais d'autres exemples. Voilà, ici j'en ai d'autres ici. Ou bien si vous voulez relancer une recherche dans la BLF, vous cliquez
et vous récupérez les résultats directement. Donc n'hésitez pas à explorer quand vous avez accès à cette base les différents liens. Alors il y en a plus ou moins en fonction des résultats, mais vous aurez normalement voilà, au moins le lien pour aller sur le DOI. Et cette base, vous pouvez retrouver aussi, elle fonctionne par onglet. Voilà, vous retrouvez tous vos résultats de recherche qui sont ici, votre historique de recherche qui est là. Voilà, vous voyez, j'ai déjà, si je veux retrouver ce que j'ai fait le 21 février 2023 sur Gustave Flaubert, hop, je peux juste recliquer sur ma recherche et rapatrier mes résultats. Si vous ne savez plus ce qu'est la BLF, vous avez une présentation un petit peu plus détaillée que celle en page d'accueil sur le petit bouton présentation. Euh, on vous explique un petit peu le partenariat entre la BNF, la SHLF et Classique Garnier et le contenu de la base. Sachez que nous avons un projet de numérisation des archives. Actuellement, on remonte à 1991. On va, dans quelques années, avoir numérisé l'ensemble du fonds pour repartir de 1894 à nos jours. Donc, c'est un projet pluriannuel. L'année dernière, nous avons chargé les notices 91-94 qui sont arrivées. Donc, ne vous étonnez pas de voir des années supplémentaires être incrémentées régulièrement. C'est lié à ce projet de numérisation des fonds. Donc, BLF, base bibliographique pour la littérature française et francophone, du 16e à nos jours. Et en ce qui concerne la troisième interface dédiée à nos différents corpus, alors je vais vous montrer le corpus des dictionnaires, mais mes remarques vont être valables pour les autres. Euh, euh, à quelques changements près, ça dépend un petit peu du contenu de la base, mais typiquement sur les bases omnibus, comme le grand corpus des dictionnaires, alors vous pouvez travailler soit en français, soit en anglais, l'interface existe aussi en anglais, et à partir de la page d'accueil, vous pouvez commencer à naviguer dans le ou les dictionnaires. Dans le cas présent, je suis sur une base qui inclut plusieurs dictionnaires. Si je veux les sélectionner, je clique sur mon petit lien tous les dictionnaires et j'ai une fenêtre pop-up qui s'affiche qui me propose de choisir un dictionnaire spécifique. Je peux très bien ne rien sélectionner du tout et commencer à rentrer un terme et sélectionner le terme qui m'intéresse pour accéder à sa définition. Et à chaque fois que c'est nécessaire, vous pouvez avoir des renvois. Notamment, là, je suis partie sur le dictionnaire Lacurne. Par défaut, c'était ma première réponse. Et vous voyez qu'on me propose voir aussi. Ça sous-entend que j'ai des réponses sur mon Dragonceau ailleurs que dans le dictionnaire Lacurne. Quand je clique, j'ai une fenêtre pop-up qui s'affiche, qui m'indique le nom de tous les dictionnaires qui ont répondu. Et je peux aller voir la définition telle qu'elle est donnée dans les autres dictionnaires. Ce qui est le cas ici avec le code Grave, où j'ai ma définition de mon petit dragonceau. Je peux aussi soit effectivement continuer à naviguer dans mes différentes entrées, comme je le fais ici, ou bien partir sur une recherche avancée. Alors, soit en cliquant sur le petit onglet que j'ai ici, qui est l'équivalent du bouton recherche que j'ai en page d'accueil. Et je ne perds pas dans mon système d'onglets, je ne perds pas le document que j'ai ouvert. Donc, n'ayez aucune crainte. Quand vous faites recherche, vous pouvez naviguer d'un onglet à l'autre. Et à partir de là, l'intérêt,
que ce soit pour les dictionnaires ou les grammaires ou les corpus de littérature, c'est d'aller explorer les index pour avoir des recherches plus précises et plus pertinentes. Les index vont varier en fonction du type d'ouvrage. Donc vous en aurez plus ou moins en fonction des bases. Ici, dans les dictionnaires, je peux combiner, mettons, une recherche en texte intégral dans mes articles. Donc j'appelle mon index et alors qu'est-ce que j'avais sélectionné comme recherche? Voilà, je m'intéresse. Je vais abandonner mes dragons et passer sur des chevaux. Je peux sélectionner mes différents termes. À chaque fois, on vous indique le nombre d'occurrences. Ça peut être intéressant voilà, de voir un petit peu si vous étudiez les variantes, les variations de forme, les nombres d'occurrences. Vous avez l'information ici. Quand je clique, par défaut, je fais une recherche avec du OU comme opérateur. Si je veux modifier mes opérateurs, vous allez sur le menu déroulant qui est à droite et vous pouvez sélectionner vos opérateurs, faire des recherches, des requêtes un peu plus complexes si besoin. Pour l'instant, je vais juste rester comme je suis là, ça me va tout à fait. Et puis, si je veux combiner mes histoires de palefroid avec cette fois-ci une entrée, hop, alors je ne suis pas obligée de taper mon mot en entier. Voilà, je sais que j'ai trois résultats ici. Et alors faites attention, quand vous commencez à combiner les différents index, vous êtes déjà en train de filtrer vos résultats. Euh, c'est ce que j'ai, c'est pour ça qu'ici j'en ai que trois, parce que j'ai déjà commencé à rentrer des informations. Faites attention si des fois il y a des combinaisons qui ne vont pas marcher puisqu'il n'y a pas de résultat. Donc c'est pour ça. Parfois, revoyez vos requêtes si vous n'avez pas de résultat, c'est lié à vos sélections. Euh, euh, donc voilà, juste pour vous prévenir, parfois on est très enthousiaste quand on commence à faire nos sélections, on fait un peu trop et du coup ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de résultat. C'est lié à ça, c'est en fonction de ce que vous sélectionnez. Là, vous êtes déjà en train d'affiner. Mais si je lance ma recherche, j'ai donc mes résultats ici sur la gauche, avec toujours le nom de mes dictionnaires qui répondent. Le dictionnaire Godefroy, le dictionnaire Lacurne, je vois que j'ai du dictionnaire Huguet aussi qui a répondu. J'ai mon mot-clé en rouge, c'est celui que j'avais dans mes recherches. Il apparaît également sur cette fenêtre-ci. Vous avez donc ouvert votre texte intégral. Voilà. Et en fonction du nombre de pages, là, comme on est sur un dictionnaire, les entrées sont très courtes, mais quand vous avez du texte sur plusieurs pages, vous avez une petite flèche qui vous emmène pour naviguer. Voilà, si vous voulez naviguer entre les occurrences, vous utilisez les petites flèches gauche-droite pour passer d'une occurrence à l'autre. Et ce principe est valable donc pour toutes les bases qui sont hébergées sur cette interface-là. Donc, résultat sur la gauche, texte intégral à droite. Vous pouvez remonter, redescendre dans vos résultats, retourner sur votre formulaire de recherche pour soit effacer votre requête, soit la sauvegarder. Euh, Ce que vous ne pouvez pas faire sur les revues et les collections d'e-books, c'est créer un profil personnel pour sauvegarder vos recherches. Par contre, vous pouvez le faire sur les bases qui sont ici. Sélectionnez vos différents critères, vos historiques de recherche pour les sauvegarder. Vous pouvez également intégrer des notes sur une page, mettre un signé pour marquer une page. Tout ça, c'est lié à votre profil personnel que vous pouvez créer. Et à tout moment, vous pouvez aussi vous créer vos propres corpus de texte avec votre profil pour relancer des recherches sur un corpus spécifique. Vous pouvez en recherche avancée sélectionner aussi vos dictionnaires à ce niveau-là. Voilà, si vous voulez le Richelet avec mes histoires de palefroid et puis faire quelque chose avec les entrées. Voilà, combiner vos recherches de cette façon-là. Euh,
Donc voilà, on peut éventuellement aller voir, je peux vous montrer quand même, j'ai encore quelques minutes pour vous montrer peut-être une autre base sur la littérature. Voilà, vous avez, là je suis sur la littérature médiévale, vous avez un petit peu plus d'entrée à ce niveau-là en page d'accueil, puisque c'est lié à la base, notamment la chronologie, par exemple, les genres littéraires qui vont apparaître. C'est lié vraiment au type de base. Si je vais voir dans les grammaires, hop, grammaire de la Renaissance, là encore, j'aurais, vous voyez, ah, là j'ai des éditeurs scientifiques à la place. Voilà. Ces choix vont varier en fonction du type d'ouvrage. Alors, si je retourne peut-être ici pour vous signaler nos... Vous avez toujours, si je repars un petit sur les revues et les e-books, si vous voulez savoir ce qui va paraître dans les 2 mois à venir, vous avez cette page provisoire à paraître. Alors, les ouvrages provisoires dans le sens où les ouvrages vont changer régulièrement. Les URL ici sont provisoires. Une fois que le livre paraît, cette page va disparaître et l'ouvrage sera intégré à la collection. Mais si vous mettez un signet, ne vous étonnez pas de voir qu'il a disparu, c'est parce que l'ouvrage sera paru. Voilà, le 5 février 2025, cette URL provisoire va disparaître. Donc voilà où trouver nos nouveautés sur les 2 mois qui viennent, donc dans la rubrique apparaître. Et éventuellement, peut-être que vous la connaissez déjà, nous avons une lettre d'information, qui même plusieurs d'ailleurs, à laquelle vous pouvez vous abonner et tous les jeudis ou vendredis, vous retrouvez une fois par semaine donc la liste de nos nouveautés aussi. On vous fait petite lettre d'info sur les 5 ouvrages qui sont parus cette semaine et généralement les 2 numéros de revue. Donc n'hésitez pas euh, à vous abonner. Également, vous retrouvez les liens vers nos réseaux sociaux. Et si vous avez besoin de nous contacter, je vous ai indiqué à la fin de ma présentation. Alors, si je retourne sur mon PowerPoint et que je me remets ici. Alors, si vous avez des questions ou si vous voulez une présentation plus précise sur l'une ou l'autre ressource, ce que je n'ai pas eu forcément le temps de faire aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup, beaucoup de ressources, n'hésitez pas à contacter mes collègues Vladimir, Lucia et moi-même. Nous serons heureux de refaire une démo plus précise sur les contenus qui vous intéressent pour vos travaux de recherche. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, à revenir vers nous. Et vous pouvez, il me reste peut-être une ou 2 minutes. Je peux également répondre à toute question maintenant. Si Gabriella, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut prendre quelques minutes pour répondre le cas échéant.